Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire spécial commerce sur la filière de recyclage des pots professionnels. On va démarrer dans quelques minutes. Je propose à ceux qui nous ont déjà rejoints de mentionner voilà, dans le chat leur entreprise, leur nom, prénom. En attendant, on va faire un petit tour d'écran. Peut-être commençons avec Ronan Vano et Pierre Delépinot d'Adivalor. Messieurs, je vous laisse vous présenter. Bonjour, Ronan Vano, directeur d'Adivalor. Bonjour, Pierre Delépinot, ancien directeur d'Adivalor, aujourd'hui chargé de mission et tout particulièrement donc, qui accompagne Valor sur ce projet. Merci. Autour de l'écran, il y a également Vincent Regnouf. Oui, bonjour, Vincent Regnouf, donc président du cabinet conseil Enotico, qui accompagne Valor depuis 3 ans sur la problématique des pots horticoles. Louise. Bonjour, Héloïse Krugère, directrice juridique chez Valor. Et moi, Morgane Moine, en charge des sujets techniques en qualité de chef de projet performance économique et environnementale des entreprises. Bon, si tout le monde voit bien mon écran, je vous propose qu'on démarre. Vous avez donc l'ordre du jour de la réunion qui s'affiche. On va revenir dans un premier temps sur le contexte et les définitions de ce que c'est qu'un emballage et notamment un emballage professionnel. Puis on vous présentera les défis pour la filière de l'horticulture, de la floristerie et du paysage, la réponse que la profession a souhaité apporter à travers un plan stratégique porté par Valor, l'organisation de la collecte et du recyclage de la filière donc peau professionnelle usagée, les prochaines étapes clés et la mise en œuvre de l'éco-contribution pour financer cette filière. Voilà. Parfait, alors je vais prendre le manche. Donc effectivement, quelques définitions, puisqu'on est sur un sujet qui est encadré réglementairement aujourd'hui et qui le sera encore demain. On y reviendra avec la future filière des emballages professionnels à partir du 1er janvier 2025. Donc l'emballage répond aujourd'hui à une définition extrêmement précise, comme vous le voyez, et donc en clair, un pot qui est vendu tout seul n'est pas un emballage, un pot qui est vendu avec une plante est un emballage, alors qu'il répond à un certain nombre de conditions précises, mais c'est un emballage. Et puis, cette filière volontaire qui va vous être présentée aujourd'hui s'inscrit bien sûr dans un cadre réglementaire existant, qui est celui du principe parfois appelé pollueur-payeur, que vous connaissez, mais qui est plus exactement, plus juridiquement, de manière plus précise, appelé le principe de responsabilité élargie du producteur. Ce principe, en fait, faisant porter sur celui qui vend un produit la responsabilité de gestion de fin de vie du déchet, du produit ou de l'emballage qui accompagnait ce produit. Donc on est vraiment sur un cadre aujourd'hui réglementaire parfaitement net et qui évolue d'ailleurs par notamment la création d'un certain nombre de nouvelles filières. Autre page suivante. Alors, d'un point de vue plus précis, les produits et les pots qui sont concernés par cette filière, donc il y a bien sûr les plants et les pots horticoles conditionnés dans un godet, un pot, il faut même y ajouter les clayettes d'ailleurs, donc les coupes, les suspensions, donc un certain nombre de pots, et on parle bien des pots professionnels, commercialisés pour un usage par des professionnels. Donc, soit des entreprises du paysage, les collectivités, l'ensemble des professionnels, et donc vendus en France avec une plante et à des professionnels. On ne parle donc évidemment pas des pots qui sont destinés à être vendus in fine aux particuliers, aux ménages. Donc ça, c'est un point extrêmement important à avoir en tête.
Ça, c'est la première précision. Et d'un point de vue plastique, cette filière a souhaité se concentrer sur les pots en PP, donc en polypropylène, et ne pas consommer. Pourquoi? Parce que ce sont évidemment c'est le gisement majoritaire dans ces pots, et l'industrie du recyclage aujourd'hui du PP existe, et d'ailleurs est en demande de pots et de matière. Et donc, c'était une garantie, un gage de recyclage, d'effectivité du recyclage, que de choisir les pots en PP. Ce qui veut dire que les pots professionnels qui sont vendus ou utilisés par les professionnels, il y a aussi des catégories que vous pouvez connaître, que sont les invendus ou les casses, donc de pots qui étaient destinés aux professionnels. Ceux-ci seront aussi concernés par la filière, mais uniquement sur la partie collecte. Ils ne paieront pas la contribution qui est prévue, puisqu'ils n'ont pas été vendus. Seuls les pots vendus seront redevables de la contribution. Autre slide. Alors, quelle est la situation actuelle sur les pots? Aujourd'hui, sur les pots professionnels, il y a les pots ménagers d'un côté, on considère que c'est environ 16 000 tonnes. Les pots professionnels, c'est environ 4 000 tonnes. On a travaillé sur des estimations de gisement avec le bureau d'études Indigo. Et cette estimation de gisement a été faite à partir d'entretiens avec un certain nombre de professionnels du végétal, mais également des fabricants de pots pour arriver à ce gisement. Cette filière, au bout d'un certain nombre de temps, permettra évidemment d'avoir des données beaucoup plus précises, notamment par les déclarations que la plupart d'entre vous pourraient faire. Donc, on est sur environ 4 000 tonnes, à peu près 340 millions d'unités de pots professionnels vendus ou utilisés par tous les professionnels. Néanmoins, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que c'est un sujet sur le plan environnemental qui est peu connu. C'est-à-dire qu'on a globalement, il y a un certain nombre d'initiatives que certains d'entre vous ou certains des professionnels du végétal ont pu prendre, mais il y a peu d'informations nationales et consolidées sur l'impact environnemental des pots professionnels, parce que c'est un sujet qui aujourd'hui, jusqu'à présent, n'était pas pris en charge nationalement, et donc il y a un certain nombre d'initiatives, mais on a peu de données sur ce sujet-là, sur le recyclage, sur le réemploi, sur la réutilisation. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ce que l'on sait en revanche, c'est que la gestion de fin de vie, c'est qu'une fois que le pot est devenu un déchet, aujourd'hui, il y a là aussi peu d'initiatives au niveau national, il y a peu de réalités au niveau national qui soient effectives et qui soient efficaces sur le plan environnemental. D'un point de vue très concret, il y a aujourd'hui peu de pots qui sont recyclés. La plupart aiment être incinérés ou enfouis parce qu'il n'y a pas de filière de collecte fléchée vers le recyclage. Et alors qu'il y a un vrai besoin, effectivement, il y a un vrai besoin, comme on l'a dit, un vrai besoin de recyclage pour les usines de recyclage. D'autant qu'on s'inscrit, cette filière nationale s'inscrit dans un environnement réglementaire, et je pense que vous le savez très bien, et notamment pour vous qui suivez en particulier la filière des emballages ménagers, qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Il y a un déploiement rapide des nouveaux objectifs et des obligations issues de la loi AGEC qui a maintenant 3 ans, qui date de février 2020, et qui effectivement est assez fondatrice. Depuis, il y a eu la loi climat et résilience, il y a eu un certain nombre d'autres de textes réglementaires, décrets et arrêtés. Et cette loi est extrêmement ambitieuse sur le recyclage, sur l'incorporation de recyclés, sur le réemploi, et qui concerne l'ensemble des produits de grande consommation, mais aussi les produits professionnels. Et on est bien dans le cas de produits professionnels. Très clairement, la loi, notamment dans le droit fil de la directive sur les plastiques à usage unique, qui l'a précédée, souhaite limiter l'usage des plastiques à usage unique, très clairement l'utilisation des plastiques à usage unique, et évidemment les emballages en plastique, et donc les pots. Et a également, au-delà de cette limitation du plastique, souhaite évidemment aller vers le maximum de recyclés, et notamment pour les plastiques à usage unique, pour que leur impact environnemental soit préférable. Et ça s'est traduit, et ça se traduit toujours encore aujourd'hui, et ça se traduira demain, en 2025, avec la nouvelle filière REP sur les emballages professionnels, par un certain nombre de filières REP. La France est le pays est championne du monde, et le pays qui comporte le plus de filières REP, environ 25 aujourd'hui, qui touchent tous les produits de consommation, mais également beaucoup de produits à usage professionnel,
dont les emballages professionnels dans 2 ans. Or, vous, aujourd'hui, vous êtes déjà concerné par un certain nombre de filières REP. Évidemment, je le disais, les emballages ménagers, très clairement, mais aussi les papiers, les articles de bricolage et de jardin, c'est assez récent. Les produits électriques et électroniques, ça c'est plus vieux. L'ameublement, voilà. Donc, vous êtes dans un environnement que vous connaissez, qui est un environnement cadré, financièrement impactant pour vous, qui peut aussi offrir un certain nombre d'opportunités, que ce soit d'opportunités marketing, d'opportunités en termes de R&D ou d'opportunités financières, mais bien sûr sur des produits intégrant du recyclé. Mais on est sur un cadre qui existe déjà et qui est en train en fait, de se démultiplier et de s'enrichir. Slide suivante. Alors, quels sont aujourd'hui, et déjà depuis quelque temps, les défis pour la profession et qui ont fait d'ailleurs que Valor, avec ses adhérents, bien sûr, notamment dans le cadre des travaux qui ont été mis en œuvre depuis quelques années, quels sont les défis? Globalement, c'est comment peut-on améliorer les pots horticoles plastiques, compte tenu de ce qu'on vient de dire sur le plastique, à la fois la réglementation qui limite, à la fois la pression des consommateurs, la pression sociétale, pour éviter le plastique, notamment ce qu'on appelle le plastic bashing. Et ça, c'est sur le plan du plastique, mais également d'un point de vue très opérationnel, une fois que les pots existent et sont devenus des déchets, que faire de mes pots usagés et surtout comment avoir la garantie au maximum que ces pots soient recyclés et non plus, comme ultra majoritairement aujourd'hui, enfouis et incinérés. Donc, il y a vraiment des défis, c'est de répondre au cadre réglementaire existant, aux demandes sociétales, donc de réduire la place du plastique tout en augmentant son recyclage. Et très clairement, il y a un risque. C'est-à-dire que si la profession, et je pense que tout le monde en est conscient chez Valor comme chez les adhérents, c'est que si la profession ne souhaitait pour une raison X ou Y pas prendre en charge ce sujet, il y aurait un risque, probablement assez difficile à évaluer, mais il y a un risque évident, d'interdiction, de restriction, voire même d'interdiction à terme des pots horticoles en plastique. Et notamment si ces pots ne démontrent pas qu'ils sont vraiment collectés et recyclés. Or, vous le savez, je parle des pots ménagers, qui aujourd'hui sont là aussi très peu recyclés, mais c'est valable aussi pour les pots professionnels, évidemment. Et c'est pour ça que d'ailleurs, Valor, vous le verrez, a pris en charge les deux sujets, pots ménagers et pots professionnels. Donc, c'est un vrai sujet avec un équilibre à réaliser, c'est-à-dire que les pots aujourd'hui sont considérés comme indispensables à l'exercice des métiers du végétal, tout métier confondu, d'ailleurs, que ce soit la production, les paysagistes ou le commerce, mais ça devient un problème avec un risque, ce qu'on appelle en anglais, le license to operate, c'est-à-dire de pouvoir continuer à faire son métier, de pouvoir continuer à exercer son activité, et donc il faut minimiser ce risque, entre guillemets, en prenant en charge la fin de vie, mais également l'éco-conception des pots en plastique pour pouvoir continuer son métier. Page suivante. Et donc, ce qui fait que Valor a décidé il y a maintenant avec ses adhérents de dire on ne peut pas passer à côté du sujet, on est une filière tournée vers la nature, on doit donc avoir une stratégie volontariste, des actions fortes et concrètes, et pas uniquement, entre guillemets, des mots ou des messages, mais des actions concrètes, à la fois sur le volet éco-conception, c'est-à-dire faire en sorte que demain, il y ait des pots en plastique qui soient plus en matière recyclée, qui soient plus recyclables, notamment avec l'histoire du noir de carbone, voire même avec d'autres matériaux, en monomatériaux déjà, et voire d'autres matériaux, avec des plastiques plus recyclables, on l'a dit, et d'autres matériaux. Et donc ça, une charte a été signée il y a maintenant quelques semaines avec la plupart des fabricants de pots, français et étrangers, et européens, pour pouvoir aller dans cette direction. Donc ça, c'est un premier pas au niveau de l'éco-conception, mais également côté aval. Il y a à la fois les pots professionnels, les pots ménagers. Les pots ménagers, on n'en parlera pas aujourd'hui, il y a déjà également un certain nombre de choses qui se font. Mais sur le gisement des pots professionnels, c'est l'idée de créer, que Valor, avec ses adhérents et pour ses adhérents, crée cette filière de collecte pour garantir que ces pots, demain, ne soient plus enfouis, incinérés, mais soient recyclés. Et d'ailleurs, ce projet, qui évidemment a fait l'objet au début des travaux d'une communication, a été déjà, dans son principe,
approuvé par les pouvoirs publics, puisqu'il a obtenu des fonds financiers dans le cadre du plan de relance, puisqu'il a été lauréat de l'appel à projet structuration des filières agricoles et agroalimentaires. Donc, ça veut dire que l'État a déjà dit, oui, vous avez raison, non seulement j'approuve que vous vous engagiez volontairement, mais je vais vous accompagner. Donc là, l'idée, c'est, une fois que voilà, le projet a été accompagné au niveau des travaux d'études, là, on rentre dans la phase industrielle, dans la phase opérationnelle. Donc là, il faut évidemment pouvoir continuer à donner, entre guillemets, des gages au pouvoir public et à la société civile. Et ce qui fait que ce volet de gestion de fin de vie, effectivement, cette initiative a été portée avec une déclaration d'intention qui a été signée au début février par les familles adhérentes de Valor, dont les fédérations que vous voyez à la fin de cette page représentant le Collège Commerce, donc les principales fédérations du commerce, en disant « Nous nous engageons, nous, fédérations, sous l'égide de Valor et avec le pilotage de Valor, nous nous engageons à mettre en place effectivement une filière opérationnelle de collecte pour recyclage des pots professionnels. Et ça, ce n'est pas dans 3 ans, c'est dès fin 2023 pour avoir les premiers pots collectés dès fin 2023. Et pour ce faire, nous avons pris la tâche et nous montons un partenariat avec Adivalor, qui est l'éco-organisme volontaire des emballages de l'agrofourniture, parce que nous considérons qu'il a à la fois la légitimité, l'expertise et l'intérêt et la disponibilité pour lancer ce projet. Je laisse la parole à Pierre de Lépinot pour la partie opérationnelle. Merci. Merci Vincent. Bonjour à tous. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Adivalor, donc en quelques mots, Vincent l'a évoqué, Adivalor est l'éco-organisme du secteur agricole qui a été créé en 2001 et qui organise sur l'ensemble du territoire la collecte et le recyclage des emballages et des plastiques agricoles, ce qui représente une quantité à collecter d'environ 116 000 tonnes de déchets plastiques et les chiffres 2022 viennent de tomber et affichent un score de 93 000 tonnes collectées et recyclées à près de 90%. Donc nous avons effectivement été sollicités par Valor pour rejoindre cette initiative sur la collecte des pots horticoles professionnels. En quelques mots, donc, vous précisez à l'automne. D'abord, un rappel sur le périmètre de collecte pour cette première année qui se limitera aux pots en polypropylène. Le polypropylène est une résine qui est peut-être identifiée par un sigle qui figure en général au dos des emballages que vous voyez sur cette diapositive avec un code 05 PP et flèche tournante et qui fait partie donc de la famille des polyoléphines. Alors les emballages collectés, ce seront les godets. Godets, s'entend godet des emballages d'un volume inférieur à 1 litre, les conteneurs jusqu'à 30 litres, les suspensions, les pots, les jardinières et les clayettes. Donc seront collectés tous les pots vendus avec une plante commercialisée auprès d'un professionnel, mais également les invendus ou les casses qui peuvent résulter du commerce des plantes en pot et qui seraient détenues là aussi par des entreprises. Nous avons déjà identifié et nous travaillons pour élargir ce périmètre de collecte ultérieurement à d'autres emballages, notamment ceux à base de polystyrène, de polyéthylène haute densité et de polyéthylène basse densité. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, comment fonctionnent les collectes de façon générale dans le système Adivalor? Il est demandé aux détenteurs des emballages ou des plastiques un tri à la source. Donc, c'est ce qu'on demande aux agriculteurs, de trier les emballages par grande catégorie, ce de façon à gérer ensuite, sur le plan logistique, des flux séparés qui vont permettre de garder une grande pureté quant à la composition des déchets collectés et partant de là d'atteindre des taux de recyclage très élevés. Une fois préparés, les emballages ou les plastiques sont déposés sur des points d'apport qui sont principalement dans le système agricole des entreprises de distribution, coopératives ou négociants, qui peuvent être dans certains cas des associations d'agriculteurs,
ou voire même pour des quantités importantes des agriculteurs eux-mêmes. Une fois massifiés sur ces points d'apport, nous organisons, via des entreprises spécialisées dans la collecte des déchets, avec qui nous sommes en contrat, l'évacuation de ces emballages et leur transfert sur des plateformes de mise en balle ou de broyage, où les charges seront préparées, stockées, puis livrées au fur et à mesure des besoins des entreprises à des recycleurs. La partie non recyclable, assez minoritaire en agricole, est valorisée énergétiquement. Nous n'avons pratiquement pas aujourd'hui d'emballages de plastique qui sont envoyés à l'enfouissement. Alors, vous avez sur la droite les photos des trois étapes, des trois états principaux. Dans le cas des porticoles, des dépôts préparés séparément au niveau du détenteur, la mise en balle sur les plateformes et la granule plastique qui sera fabriquée par les recycleurs et qui servira de matière première aux plasturgistes. Alors, dans le cas, quelles seront les adaptations ou en tout cas la transposition dans le cadre de la filière agricole? Eh bien, pour l'essentiel, on sera donc dans un dispositif où les détenteurs des pots usagés seront soit sollicités pour donc déposer leurs pots usagés sur des points d'apport qui seront référencés au fur et à mesure auprès des entreprises donc, qui se déclareront volontaires pour le faire. Donc, ça peut être des fournisseurs, ça peut être des entreprises, des pépiniéristes eux-mêmes. Et dans certains cas, on pourra même envisager un enlèvement direct auprès des pépiniéristes. On peut avoir des enlèvements aussi directement au niveau des magasins pour ce qui est de la casse, en plus des pots qui seront apportés par les utilisateurs finaux. Une fois massifiés donc ces pots, là aussi donc organisation du transfert vers des plateformes d'installation de tri, transit, regroupement en rouge orangé sur ce graphique, et où là également donc préparation, compression en balle, stockage, puis expédition vers les entreprises de recyclage symbolisées en jaune sur ce graphique. Alors, les consignes de préparation, alors elles sont importantes pour pouvoir optimiser l'ensemble des flux logistiques. Vous les connaissez déjà pour ceux qui sont déjà impliqués dans des collectes. Bien entendu, bien vider les pots pour limiter au maximum la présence de terre et de végétaux, qui va complexifier fortement le lavage des pots avant recyclage. Mais nous ne demanderons pas de laver, bien entendu. Ça serait disproportionné par rapport à l'enjeu. Empiler et conditionner les pots. Alors, l'empilage se fera dans la mesure du possible, mais permet de gagner du volume. Et un conditionnement qui sera demandé soit sous forme de palette, box palette ou palette filmée, soit dans des sacs de collecte translucides, 250 litres ou 500 litres, qui sont ceux communément utilisés dans l'agricole et que, pour un certain nombre, vous avez peut-être déjà vu passer dans vos magasins à destination des agriculteurs. Un point important sur l'organisation logistique, toujours dans un souci d'optimisation, mais également de maîtrise des coûts, ce sera le seuil d'enlèvement qui sera de 4 palettes en cas de préparation, donc sous format palette, ou une quarantaine de sacs de 250 litres, la moitié s'il s'agit de 500 litres. L'objectif étant d'avoir une quantité à enlever d'environ 600 kg. On pourra cependant intervenir, et les enlèvements pourront être réalisés pour des quantités plus faibles, à partir d'une palette ou de 10 sacs de 250. Dans ce cas, pour éviter une dérive de coût, il sera demandé une participation forfaitaire de 90 € par enlèvement à l'entreprise qui aura fait la demande. Diapositive suivante. Important de noter également que seront pris en compte les dispositifs individuels de collecte existants. Il est évident que certaines entreprises sont déjà engagées dans ces collectes et c'est une bonne chose. Ce qui est important de noter dans ce cas-là, c'est que d'une part, il sera demandé donc un maintien des obligations déclaratives et du paiement de l'éco-contribution qui anticipe sur les exigences réglementaires qui vont arriver très vite dès 2025.
mais qu'en revanche, il y aura une possibilité de conserver la maîtrise d'ouvrage des opérations, de contractualiser avec Adivalor, de façon à ce qu'Adivalor puisse collecter et agglomérer les statistiques de collecte et les justificatifs de recyclage, ce pour répondre aux exigences réglementaires. Et la contrepartie sera qu'il y aura des soutiens compensatoires qui seront calculés par rapport au coût moyen optimisé de collecte à la tonne collectée. Ce qui veut dire que pour l'entreprise donc qui collecte, elle bénéficiera de soutiens financiers qui permettront donc de compenser tout ou partie des coûts de collecte. La deuxième option pour ces entreprises, ce sera de transférer à Adivalor la maîtrise d'ouvrage, de façon à externaliser cette action, ce qui sera fait dans la limite, cependant, toujours dans un souci d'optimisation économique, des coûts moyens optimisés qui correspondent aux objectifs nationaux. En clair, il peut y avoir dans certains cas des dispositifs qui sont plus sophistiqués, notamment par exemple avec des mises à disposition permanentes de bennes, ce qui est assez coûteux. Donc là, on sera amené éventuellement à poser des limites sur la prise en charge des opérations pour rester dans le cadre budgétaire qui a été défini conjointement avec Valor et les différents partenaires. Diapositive suivante. Alors, vous avez ici représenté donc la feuille de route qui a été établie conjointement après concertation et consultation. Alors, pour comprendre ce tableau de bord, sur la partie haute, en bleu, les indicateurs de mise en marché. Vous avez les hypothèses qui ont été retenues sur la base des résultats des études préalables, le nombre d'unités de vente mises en marché. Unité de vente, eh bien, la plante conditionnée, et elle est estimée à 340 millions d'unités en année 1, avec une baisse tendancielle de 3% par an liée aux efforts d'éco-conception des entreprises commercialisant des plantes en pot, l'éco-conception pouvant vouloir dire notamment soit un remplacement des pots plastiques par des pots en d'autres matériaux, soit même absence complète de pots. L'estimation des quantités d'emballage à collecter exprimée deuxième ligne en plastique, quantité de plastique seule, est de 4000 tonnes en année 1, donc là aussi avec une baisse tendancielle. La quantité de déchets à collecter, donc de pots horticoles usagés, sera supérieure, puisque même s'il sera demandé de nettoyer les pots, on est bien conscient qu'il y aura de toute façon une fraction de souillure qui ne rentrera pas dans les indicateurs finaux, pour être indicateurs qui nous sont demandés par l'Agence de l'environnement notamment. En vert, les indicateurs de collecte et de recyclage. Vous voyez que la feuille de route prévoit d'atteindre d'ici 5 ans un taux de recyclage de 58%. Donc le taux de recyclage, il est calculé sur le rapport entre la quantité collectée et la quantité de pots horticoles usagés à collecter, que nous prévoyons de recycler près de 95% des pots collectés, ce qui nous amènera à 5 ans à un taux de recyclage de 55%, le taux de recyclage s'entendant comme la quantité de recyclés rapportée à la quantité de pots horticoles à collecter. Et ce sont des objectifs qui sont en ligne avec les objectifs réglementaires définis par la directive européenne emballage, qui vise un taux de recyclage des plastiques de 50% en 2025 et de 55% en 2030. Derrière cette feuille de route, des enjeux budgétaires importants. Vous avez sur le graphique de gauche représenté les principaux postes de dépenses prévisionnelles. En vert, 74% des dépenses, c'est l'ensemble des coûts directs, qui sont des coûts opérationnels, qui correspondront aux coûts de collecte, de transport, de mise en balle, les soutiens qui seront apportés aux opérateurs et ces coûts déduction faite des recettes de valorisation. Alors évidemment, il y a là un élément d'incertitude puisque les cours et les prix de reprise des plastiques usagés peuvent varier très fortement. On en a eu l'exemple en 2022 avec des montants très élevés en mai-juin de prix de reprise et puis un effondrement de ces prix en fin d'année et on est actuellement encore dans un contexte très déprimé. Alors le budget il a été construit sur des hypothèses très prudentes de façon à ce que quel que soit le cours des déchets recyclables, le système puisse continuer à fonctionner.
Et donc, ça veut dire que si les choses s'améliorent, il y aura des soutiens qui seront indexés sur la valeur des déchets et qui seront reversés aux entreprises assurant le travail de collecte. Les autres dépenses, ce sont des dépenses donc liées à l'assistance technique côté Adivalor, notamment la mise en place et l'accompagnement technique de toutes les entreprises sur le terrain. C'est les 10% que vous voyez indiqués en orange. Et puis ensuite, il y aura tout le volet amont lié à la gestion de l'éco-contribution en gris et les frais de structure de l'organisme financeur en cours de création qui sera chargé de collecter l'éco-contribution. Nous n'avons pas, contrairement aux filières réglementées, opté pour une option où l'éco-organisme organiserait à la fois les collectes et la collecte de l'éco-contribution, mais nous avons séparé les deux fonctions. Donc c'est une structure qui sera créée par Adivalor par Valor et ses membres, qui sera créée pour gérer spécifiquement ce financement de programme, collecter l'éco-contribution, puis contractualiser avec Adivalor dans le cadre d'un contrat de plan pluriannuel. L'objectif sera, et c'est le graphique de droite, d'équilibrer sur la période contractuelle prévue de 5 ans les dépenses et les recettes. Adivalor, comme le futur organisme collecteur-financeur, sont des organismes sans but lucratif, donc nous n'avons pas vocation à faire de résultats. En revanche, il est extrêmement malaisé d'ajuster année après année les produits et les charges, les produits étant indexés sur les quantités mises en marché et le barème d'éco-contribution. Et pour ce qui est des charges, les charges suivront directement les quantités collectées, donc vont augmenter progressivement. Partant de là, vous le voyez sur ce graphique, on a pour l'instant tablé sur un excédent sur les 2 premières années, un équilibre en année 3, puis ensuite un déficit année 4, année 5 qui sera comblé par les excédents accumulés sur les premières années. Diapositive suivante. Voilà, donc ce schéma résume l'organisation générale du système, avec en bleu sur la gauche la partie de commercialisation des plans tempos, en orange l'organisme financeur, donc qui collectera la contribution annuelle des metteurs en marché, elle-même calculée sur les quantités et le nombre d'unités de vente commercialisées. L'organisme financeur contractualisera avec Adivalor, qui aura la responsabilité d'organiser, et on s'appuiera principe déjà en grande partie sur le réseau existant, puisque nous avons déjà des contrats avec 70 entreprises de collecte et plus de 30 recycleurs. Adivalor aura donc la responsabilité d'organiser tout le volet opérationnel via les contrats établis avec les différentes entreprises et les points d'apport, les entreprises qui seront points d'apport volontaires. Ce qu'il faut bien retenir, mais je pense que pour la plupart, vous le savez, puisque vous êtes impliqués déjà dans la filière emballage ménager, l'éco-contribution est donc calculée par l'unité de vente, et l'unité de vente, c'est la plante en pot. C'est un élément supplémentaire du prix de revient de la plante conditionnée. C'est donc répercutable dans le prix de vente dès la mise en marché, dans le respect des règles de la concurrence. Les montants équivalents donc, seront versés sous forme de contribution à un organisme financier national, donc SAS en cours de création sous l'égide de Valor. Et rappeler que l'éco-contribution n'est pas une taxe, car elle est gérée par contrat entre acteurs privés et avec pour affectation exclusive la gestion de la fin de vie de l'emballage, la taxe partant, elle, au budget général de l'État. Merci pour votre attention et je crois que je passe la parole à Morgane, c'est ça? Ou Héloïse? Une présentation à double voix par Héloïse et moi. Merci Pierre. Héloïse, peut-être je te laisse démarrer? Oui, donc comme venait de le dire Pierre, sur les éco-contributions, tout va dépendre des déclarations de mise en marché. Donc, nous avons réalisé, pour essayer d'expliciter les différents schémas, quelques circuits donc schématiques précisant les différents cas que nous avons identifiés pour le collège de la distribution. Donc, ce premier cas montre un cas où le producteur français vend à un grossiste. Donc là, on est sur le cas du grossiste qui achète à un producteur français
Le producteur français est en vert, il est donc metteur en marché au titre de la REP, c'est-à-dire la réglementation sur la REP. C'est donc lui qui assure les déclarations et c'est donc lui qui assume le paiement de l'éco-contribution à l'organisme financeur. Peut-être Morgane, si tu veux compléter sur les flèches. Oui, et puis donc là, on va avoir 3 slides qui concernent les grossistes et on présentera ensuite une slide pour les fleuristes et la distribution. Et donc, on voit bien que sur toute la partie de gauche, les flèches sont en rouge parce qu'en fait, les plantes en pot commercialisées finissent entre les mains des consommateurs et sont donc considérées comme des plantes en pot à usage ménager et ne sont donc pas concernées par la filière que nous vous présentons aujourd'hui, qui, comme on l'a vu, concerne uniquement les emballages professionnels. Voilà. La slide suivante, c'est le cas du grossiste qui achète un fournisseur issu de l'Union européenne. Dans ce cadre-là, le fournisseur est bien identifié comme étant le premier metteur en marché sur le territoire national. C'est donc lui qui est metteur en marché au titre de la REP. C'est donc lui qui doit assumer in fine les déclarations et le paiement de l'éco-contribution, surtout. Or, pour des raisons d'accès à ce fournisseur de déclaration et de démarches administratives, il est prévu dans le cadre des REP la question du mandat, c'est-à-dire que le premier client sur le territoire national peut passer un mandat avec son fournisseur européen. Dans ce mandat, il est précisé que donc le grossiste, en l'occurrence dans ce cas-là, le grossiste réalise les déclarations pour le compte de son fournisseur. C'est donc lui qui fait les déclarations de mise en marché. C'est également lui qui paye pour le compte de son fournisseur les éco-contributions qui découlent de ces mises en marché. Et dans le cadre du mandat, il est bien entendu prévu que le fournisseur doit rembourser le grossiste des éco-contributions qu'il a versées pour son compte. Peut-être, Morgane, du coup, la répartition des flèches, là. Morgane, ton micro. Pardon, comme dans le cas précédent, on a donc en vert les flux qui concernent bien les pots professionnels et en rouge les flux qui concernent les pots qui finissent entre les mains des consommateurs in fine et qui sont donc considérés comme des emballages ménagers. Donc ce que nous vous présentons en termes de déclaration à faire à l'organisme financeur, ce ne sont que les ventes d'un grossiste à une entreprise qui veut végétaliser ses locaux, à une entreprise du paysage, à un paysagiste, ou à un producteur ou un grossiste dans une perspective de complément de gamme. Les clients qui sont à l'étranger, en dehors de la France, qu'ils soient européens ou non européens, ne sont pas concernés par les déclarations à effectuer dans le cadre de cette filière. Et pour les flèches en rouge, comme dans le cadre de l'exemple précédent, le metteur sur le marché devra faire des déclarations à un des éco-organismes en charge de la REP emballage ménager. Et ces éco-organismes, à ce jour, il en existe 3. Ce sont Citeo, sa filiale Adelph ou l'éco-organisme Leco. Passons au cas suivant. Et donc, le dernier cas portant sur le grossiste, quand le grossiste achète un fournisseur hors de l'Union européenne, dans ce cadre-là, dans la réglementation REP, le grossiste est considéré comme premier metteur en marché sur le territoire national. C'est donc lui, à ce titre-là, qui doit assumer qui doit assurer les déclarations de mise sur le marché et qui doit assumer le paiement de l'éco-contribution qui découle de ces déclarations. Et peut-être en complément, quand les flux sont identifiables par le grossiste, il doit déclarer uniquement, là encore, les flèches en vert, c'est-à-dire ce qu'il vend aux collectivités, aux entreprises du paysage, à des confrères pour un complément de gamme ou à une entreprise qui souhaiterait végétaliser ses locaux.
Passons maintenant au cas des fleuristes ou de la distribution. Donc, on entend par là évidemment la distribution spécialisée, comme les jardineries et les libres services agricoles, mais également la distribution non spécialisée, donc magasins de bricolage, grandes surfaces alimentaires, etc. Et donc, comme vous pouvez le voir, dans ce cadre-là, au regard de la REP emballage pro, celle dans laquelle s'inscrit notre filière, il n'y a pas de metteur en marché qui soit identifié pour faire les déclarations à l'organisme financeur et donc verser des éco-contributions. Il n'y a pas d'éco-contribution dans ce cas-là pour les pots professionnels horticoles. Effectivement, puisque toutes les plantes en pot qui sont vendues à des fleuristes ou à des distributeurs finissent dans leur extrême majorité entre les mains des consommateurs et donc ne sont pas considérées comme un flux de pots professionnels. Et vous voyez à droite qu'il y a 2 flèches en vert parce que dans des cas très minoritaires, il peut y avoir des ventes à des collectivités ou à une entreprise qui veut végétaliser ses locaux. Mais en fait, c'est tellement minoritaire en termes de volume et dans un souci de simplification des flux, et également parce qu'il y a une difficulté à identifier le metteur sur le marché dans ce cas-là, il n'y aura pas de déclaration à faire à l'organisme financeur pour ces flux en vert de vente à des collectivités ou à des entreprises qui veulent végétaliser leurs locaux. Alors, on passe au barème d'éco-contribution. Une nouveauté peut-être par rapport aux communications que vous avez pu voir jusque-là, c'est l'introduction d'une catégorie supplémentaire. Donc, vous voyez, on part des godets, donc des petits pots de moins de 0,5 litres à l'ensemble des pots de plus de 10 litres. Le barème, il s'échelonne donc de moins d'1 centime d'euro à 10 centimes d'euros. Il est progressif. Et donc, la nouvelle catégorie, ce sont les pots de plus de 4 litres jusqu'à 10 litres et les pots supérieurs à 10 litres. Ça, c'est suite à des remarques de producteurs et notamment de pépiniéristes qui nous ont indiqué qu'ils géraient parfois des très gros conteneurs et qu'il était important de faire cette différenciation. 4 premières lignes qui avaient déjà été diffusées n'ont, elles, pas bougé en termes de barème. Donc, si on revient aux étapes clés concernant les metteurs en marché, qu'est-ce qui va se passer désormais? Comme l'expliquait Pierre de l'Épinot, un contrat va être proposé donc, aux metteurs en marché par la SAS, donc l'organisme financeur. Ce contrat aura pour principal objet l'organisation de la déclaration des mises en marché et le versement du paiement, enfin, des éco-contributions à cet organisme financeur, qui lui-même aura la charge de contractualiser avec Adivalor afin d'assurer la collecte sur un plan opérationnel des emballages. Donc, dans un premier temps, un contrat d'adhésion. Pour ces metteurs en marché, il s'agira également, selon leur politique commerciale propre, d'intégrer en tout ou partie l'éco-contribution dans leurs tarifs, dans les tarifs des plantes et plants en pot. Puis, une fois tout cela fait, nous passerons à une phase un peu plus opérationnelle puisqu'il y aura la déclaration annuelle à faire donc, tous les ans des mises en marché des plants et plantes en pot, commercialisés pour un usage professionnel. Et ensuite, il y aura une facturation émise par la SAS et donc le versement de la contribution en conséquence, selon les quantités déclarées. Donc, si on s'inscrit dans un calendrier, pour reprendre les calendriers annoncés en tout début de présentation, si l'on souhaite donc pouvoir effectuer une première collecte opérationnelle des emballages d'ici la fin de l'année, en rétro-planning, nous devons, donc là nous sommes si on revient au début de la flèche, nous sommes dans la phase de déclaration, d'envoi des lettres d'engagement, donc pour que les entreprises manifestent leur intérêt
ainsi que les volumes dont elle disposerait et donc qu'elle déclarerait afin que l'on puisse finaliser définitivement les données, enfin consolider les données et donc permettre de savoir si on aura assez de volume pour pouvoir avoir une filière viable. Donc c'est vraiment très important que ces lettres d'engagement puissent être remplies afin de nous donner les éléments. Et une fois que ces manifestations d'intérêt, cette phase de manifestation d'intérêt se sera fermée, nous passerons à la phase de contractualisation avec l'organisme financeur, donc metteur en marché, organisme financeur, ou mandataire, organisme financeur, hein, puisque du coup le mandataire contractualisera pour le compte du fournisseur européen avec l'organisme financeur. La phase d'intégration dans les tarifs, dans le cadre de la commercialisation des plantes et plants en pot, et puis donc, qui s'ouvrirait à partir de septembre, et ce qui permettrait, si on respecte ce timing-là, d'aboutir à une première collecte opérationnelle fin d'année 2023. Merci Héloïse. Du coup, pour la conclusion, j'aimerais donner la parole à Mickaël Mercier, qui est l'ancien président de l'interprofession Valor et qui est le pilote du groupe de travail Pot Horticole, qui assure... voilà, Mickaël, vous avez la parole. Oui, bonjour à tous. Merci d'abord de participer à ce webinaire ce soir. Donc peut-être vous redire comment est née cette réflexion et ce groupe de travail. Tout d'abord, ce sujet a été apporté à l'interprofession justement par la distribution, et c'est un point extrêmement important. Donc d'abord par des jardineries qui étaient sollicitées par leurs consommateurs parce qu'ils n'avaient pas de solution à proposer donc à leurs clients, ils ne savaient pas quoi faire de leur pot. Et donc, c'est un vrai sujet aujourd'hui, enfin, vous le savez mieux que moi, c'est un vrai sujet au niveau de la consommation. Il faut qu'on puisse apporter des solutions à nos clients et c'est pour la raison pour laquelle, en fait, ce sujet a été apporté à l'interprofession et qu'on y travaille depuis 3 ans. Donc, vous voyez à travers la présentation aujourd'hui que le sujet avance. Pour autant, il reste complexe. Alors, nous avons avancé de 3 manières. Premier sujet, éco-conception, c'est-à-dire comment faire en sorte possiblement de ne pas avoir de déchets. Donc, vous, si vous êtes distributeur, essayez de faire en sorte de travailler, par exemple, avec des modes pressés, de travailler peut-être avec des plantes en racines nues, et aussi d'être exigeant par rapport à vos fournisseurs sur la couleur du pot, parce que vous avez vu que c'était un souci. Donc, éviter le noir de carbone qui n'est pas visible dans les chaînes de tri. Voilà, tous ces points-là sont extrêmement importants pour l'avenir. Deuxième sujet, c'est celui qui vous a été présenté aujourd'hui, c'est les pots à usage professionnel. C'est toute la présentation d'aujourd'hui. J'y reviens pas. Par contre, je vais peut-être revenir sur un point, c'est les pots donc dits ménagers, qui sont les pots en fait que vous vendez pour la plupart tous, ceux qui arrivent chez les particuliers. Vous dire aussi que l'on mène une réflexion de ce point de vue-là. Alors, la réflexion, elle va dans plusieurs directions. On cherche à faire en sorte que les pots puissent être acceptés dans les poubelles jaunes. Ce serait effectivement le plus simple pour tous. Pour ça, il faut qu'ils soient détectables. C'est la raison pour laquelle nous avons signé une charte avec les fabricants de pots. Et nous menons également une réflexion avec Citeo et avec l'AMF, l'Association des maires de France, pour que les collectivités puissent accepter les pots dans les poubelles jaunes. Voilà, c'est un point extrêmement important. On avance sur le sujet, mais je crois que chacun a compris aujourd'hui qu'il faut que la filière puisse donner des réponses aux consommateurs, puisse être responsable des déchets qu'elle met sur le marché, sachant que nous avons quand même, pour moi, un atout considérable, c'est que les pots sont constitués pour l'essentiel d'une seule matière,
hein, le PP ou le PS, que le PP est pour l'essentiel recyclable dès lors qu'il est trié, collecté, lavé, voilà, il est recyclable et ça c'est un point extrêmement important. C'est beaucoup plus facile de recycler un pot plastique qu'une boîte de lait par exemple, hein, donc ça c'est un atout considérable. Et vous redire aussi que la filière s'est énormément développée grâce à ces emballages. Et c'est la raison pour laquelle nous devons trouver des solutions collectives à ces questions-là. Voilà. Donc, je vous laisse encore poser toutes les questions que vous avez dans le chat ou dans la partie questions. Et nous allons maintenant y répondre et on est à votre écoute. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation ce soir. Si, monsieur, merci. Alors, effectivement, il y a des questions dans le chat. Je vous propose qu'on les reprenne une à une. Une première question, et peut-être je vais laisser la parole à Vincent pour y répondre. C'était sur ce que signifie REP et quel est le concept d'une filière REP. Alors, oui, le REP, donc, et vous le verrez dans le PowerPoint qui vous sera envoyé après, ça veut dire responsabilité élargie du producteur. C'est un principe qui est parfois appelé, je le disais tout à l'heure, pollueur-payeur. En fait, c'est un principe qui a été mis en place par l'OCDE et qui a vu sa traduction en 1992 en France par la création de la filière REP des emballages ménagers. Le principe est simple. Le professionnel qui met sur le marché un produit qui, une fois consommé, génère des déchets, quel qu'il soit, que ce soit le déchet du produit ou le déchet de l'emballage s'il y a eu un emballage, est responsable de la fin de vie de ce produit devenu déchet et donc doit contribuer ou pourvoir, contribuer financièrement ou organiser lui-même une fin de vie de ce produit qui soit une fin de vie sur le plan environnemental qui soit correcte et qui permette de limiter l'impact sur l'environnement. Et donc, ça se traduit par des flux financiers que vous connaissez, des éco-contributions qui sont versées à CTO, à Adivalor, etc. Et ces organismes prenant en charge, coordonnant la fin de vie de ces produits devenus déchets. Merci. Une autre question qui a été posée au moment où les différentes poteries qui vont être collectées par la filière Adivalor étaient affichées à l'écran. Quid des plaques de culture, des packs pour les godets et des plaques de manutention? Peut-être Pierre, un mot là-dessus? Oui, Morgane, j'ai indiqué un début de réponse qui est une non-réponse dans le chat, à savoir que effectivement, il faut regarder d'un peu plus près quels sont les éléments qui sont décrits là et surtout leur composition. Je rappelle que le critère premier, c'est la résine qui compose ces différents éléments et que donc ces éléments seront collectés s'ils sont en polypropylène. À des tarifs qui seront peut-être différents, puisque là, l'analyse qu'on vous a présentée, le barème d'éco-contribution, est bien pour des poteries qui sont des contenants creux et d'un certain poids moyen qui nous a permis d'effectuer cette proposition. Autre question? Peut-être oui, Mickaël, en complément à cette question, voilà, redire qu'effectivement, tout le monde l'a compris, c'est un sujet complexe. Il y a beaucoup d'intervenants dans la filière, il y a beaucoup de types de plastique aussi qui existent, de poteries, etc. Redire quand même, et c'est un point extrêmement important, il y a 90, sinon 95% des pots qui sont mis sur le marché qui sont fabriqués en PP. Donc, c'est l'essentiel du gisement. Il y a également les plaques, pour la plupart, sont en PS. Donc, pour l'instant, on ne s'occupe pas, dans la réponse qu'on apporte, on ne s'occupe pas du PS, mais il est clair que quand on va mettre en place cette filière, l'objectif est bien de s'occuper de tous les déchets. Donc voilà, on essaye d'y aller par étapes. C'est déjà lourd comme structuration.
mais plus tôt on y arrivera, plus vite on y arrivera et plus vite on arrivera également au PS derrière. Absolument. Une question dans le chat, sur quel type de support sont préparés les pots au départ des jardineries? Donc là-dessus, Pierre, ouais, sur les sacs, les palettes, etc. Ouais. Oui, oui, alors je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question, mais si ça fait référence au mode de préparation, donc on peut peut-être alors soit revenir sur la diapositive, hein, la diapositive qui décrivait ce point, hein, donc préparation, soit sur des palettes filmées ou box palettes, voilà, et soit des sacs de collecte qui sont en polyéthylène translucide, qui sont les sacs de collecte qu'on utilise déjà dans l'agricole, donc qui sont disponibles notamment en général dans les magasins, ce qu'on appelle les magasins verts, et qui font également de l'agricole, et qui sont des sacs d'un volume de 250 litres ou de 500 litres. Hein, il y a deux modèles. Merci. Une question de Monsieur Drouin. Donc, dans les prérequis pour cette collecte de pots, donc il présume que c'est donc sans terre, sans chromo, qui sont les étiquettes qui indiquent tout un tas d'informations aux clients sur le végétal qui est commercialisé, sans anse de préhension. Donc peut-être là-dessus sans terre, effectivement, comme l'avait indiqué Pierre de Lépinot, il faudra vider les pots pour qu'il n'y ait pas de résidus de terre ou de végétaux. Néanmoins, il ne sera pas nécessaire de les laver. Sans chromo, effectivement, ces chromos peuvent être en polypropylène, mais ils ne sont a priori pas collectés dans le cadre de la filière que nous proposons. Et sans anse de préhension. Alors ça, est-ce que vous pourriez, Mickaël, vous voyez à quoi fait référence la personne dans le chat avec ce terme? C'est juste le petit… Oui, absolument. En fait, c'est les anses que l'on rajoute en fait des deux côtés du pot pour que le pot puisse être pris par une main. Voilà. L'essentiel de nos produits sont achetés par des femmes à 80 ou 90%, et donc il y a des anses qui sont parfois rajoutées en termes de marketing aux produits. À partir du moment où la matière, voilà, à partir du moment où c'est du PP, pour moi, ça ne pose pas de souci. Enfin, on peut récupérer tout ce qui est matière plastique en PP. Enfin, je pense que Pierre confirmera également ce point-là. Oui, je pense qu'à partir du moment où c'est du PP, d'un point de vue technique, il n'y aura pas de difficulté. Ensuite, ce qu'a rappelé Morgane, cependant, c'est que pour l'instant, le périmètre se limite aux emballages de type pot, sur lequel s'applique un barème d'éco-contribution. Si on doit, et là c'est plus la question financière qui va se poser, si on doit collecter d'autres éléments, il va falloir qu'on intègre également ces éléments dans le barème d'éco-contribution, ce qui n'est pas prévu pour cette première année. Voilà, donc il y a certainement là à identifier et continuer à cartographier tous ces éléments connexes qui pourraient être collectés a priori, comme ça a été dit, mais qui pour l'instant n'ont pas été répertoriés dans l'assiette initiale. Peut-être redire à tout le monde, et notamment au public qui nous écoute aujourd'hui, hein, que sont les jardineries, les distributeurs, qu'effectivement l'idéal pour nous, c'est que, pour nous, pour Adivalor, c'est que les pots puissent être rangés comme on le voit sur la photo à gauche, dans des box palettes, voilà, tous bien rangés, par litrage, tous empilés, etc. Et les essais que nous avons pu faire pour l'instant nous démontrent que qu'en jardinerie, dans les points de vente, c'est souvent pas ce cas-là en fait. Hein, c'est que on a un mélange de couleurs, on a un mélange de contenants. Il est clair que le point du tri, de la préparation de ces déchets va être un élément extrêmement important pour Adivalor et pour le transport ensuite de ces déchets vers les points de collecte. Donc, plus les pots seront triés, empilés par litrage, plus ce sera facile
aux logisticiens, aux transporteurs de venir les rechercher. Donc, c'est un point qui me semble extrêmement important. Voilà, les palettes que vous voyez à gauche sur la photo sont plutôt des palettes issues d'un producteur, en fait, en réalité. Donc ce point-là du tri me semble essentiel. Merci. Je reviens aux questions. Les fabricants, donc je suppose que la personne parle des fabricants de pots, sont-ils intégrés dans les filières REP? Peut-être la parole à Vincent là-dessus? Alors, les fabricants, en fait, les fabricants de pots, comme leur nom l'indique, fabriquent des pots et vendent des pots. Ils ne vendent pas des plants ou des plantes en pot. Et donc, le pot, chez le fabricant, n'est pas un emballage, c'est un produit qui est vendu. Et d'ailleurs, quand dans les magasins, il y a des plantes en pot, mais il y a également des pots qui sont vendus seuls, et je parle là maintenant de la filière REP des emballages ménagers, les pots qui contiennent une plante sont des emballages ménagers, donc à ce titre doivent payer l'éco-contribution. En revanche, le même pot qui est vendu tout seul, sans plante, n'est pas en emballage et donc n'est pas dans le cadre de la filière REP des emballages ménagers, mais est maintenant dans la nouvelle filière REP ABJ, article du bricolage et du jardin. Donc concrètement, pour cette filière professionnelle, ce n'est pas le fabricant qui est redevable de l'éco-contribution, puisque lui, il produit, il vend un pot, c'est celui qui achète les pots ou son intermédiaire pour y intégrer une plante ou un plant et qui ensuite vendra cette plante ou ce plant dans le pot qui paiera l'éco-contribution en l'occurrence au moment de la vente. Donc le fabricant, lui, n'est pas redevable de la contribution. Je vais prendre un parallèle, c'est comme la bouteille d'eau Danone. Le fabricant de la préforme qui deviendra la bouteille ensuite par chauffage, lui ne paye pas la contribution. C'est Danone, puisque Danone a mis de l'eau, et l'eau vient de Danone, dans la bouteille. Et donc, la bouteille est devenue un emballage quand l'eau est arrivée. Ben, c'est la même chose pour les plantes et les pots. Peut-être quand même un point de précision, Vincent, c'est que notre groupe de travail a quand même travaillé de concert avec les fabricants de pots tout de suite. Oui, bien sûr. Sur l'éco-conception. Voilà, les fabricants de pots, ils ne sont pas si nombreux que ça en fait. Hein. Ils sont globalement moins de 10 en fait à fournir le marché. Et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité travailler avec eux tout de suite et qu'on a signé avec eux une charte dans laquelle notamment, par exemple, à partir du 1er janvier 2024, ils s'engagent à ne plus mettre sur le marché de pots en noir de carbone. Donc, effectivement, ils ne font pas partie de la filière REP, mais par contre, en signant avec eux une charte commune, qui d'ailleurs a été soulignée comme un élément extrêmement important, extrêmement structurant lorsqu'on a signé ça à IPM cette année, et ça a été noté au niveau européen, même parfois au niveau des sièges des plus gros fabricants de pots européens. C'est un point extrêmement important qui doit permettre de structurer cette question de la collecte, du tri et de la couleur des pots qui vont être mis, le fait de ne pas avoir de noir de carbone. C'est un point extrêmement important. Absolument. J'ai une question, donc une remarque qui disait que ce qu'on venait de présenter pour le commerce concernait principalement les grossistes et les collectivités, et avec une question sur comment allaient s'opérer les collectes dans ce cas. Peut-être Pierre, je te redonne la parole. Alors, si on parle des collectivités qui pourraient avoir donc passer des commandes de plantes conditionnées, je pense qu'on est sur ce cas-là. Donc, se posera effectivement la question pour la collectivité d'organiser la récupération des pots. Donc, deux cas de figure. Le premier cas, les quantités détenues par la collectivité sont suffisantes pour pouvoir justifier un enlèvement directement sur site. Et deuxième cas de figure, donc la collectivité sera invitée à rapporter ses pots sur un point de collecte de proximité, idéalement son fournisseur,
mais on aura aussi d'autres cas de figure très certainement. Tous les points de collecte de pots horticoles seront recensés et publiés sur notre site internet qui comporte déjà une rubrique où déposer, où la totalité des points de collecte existants actuellement pour les emballages d'agrofourniture sont répertoriés. Et pour chaque point est précisé le type d'emballage qui peut être collecté. Merci Pierre. Une question donc, qui vient d'arriver sur le chat sur le sujet de la collecte des poteries horticoles en polypropylène. Rentre-t-il ce sujet donc dans la logique taxonomie européenne et ses principes d'adaptation au changement climatique, d'économie circulaire et enfin de protection de l'environnement? C'est une question pour Vincent. Ah, pardon, je suis désolé, la liaison n'était pas bonne. Elle est dans les questions. Je vais essayer de tout de suite aller aux questions. Elle est à la fin? C'est une des dernières questions qu'on a reçues. C'est sur le sujet de la collecte des poteries horticoles en PP. Est-ce qu'on est dans toute cette logique européenne d'adaptation au changement climatique, d'économie circulaire, de protection de l'environnement? Est-ce que c'est identifié en fait ce sujet de la collecte des poteries horticoles en polypropylène dans notamment la planification, on va dire, européenne et pas uniquement française de la gestion de fin de vie des déchets? Oui, oui, bien sûr, c'est ce que je faisais référence. Alors, pas les pots en tant que tels, qui ne sont pas au niveau de. Mais l'ensemble des emballages plastiques ont fait l'objet, je le disais, de la directive sur les plastiques à usage unique, et qui notamment prévoit d'ailleurs une filière REP pour les emballages professionnels, hein, et également, bien sûr, à la fois une limitation de la place du plastique et une amélioration de son recyclage, de sa recyclabilité d'abord, de son recyclage et de sa réutilisation de son emploi et de l'incorporation de recyclés dans les futurs plastiques. Donc les pots horticoles, comme plein d'autres produits ou emballages en plastique, font partie de ces plastiques qui sont visés par la réglementation européenne et qui ensuite sont appliqués en France. Donc on n'est pas, pour le dire autrement et peut-être plus simplement, on n'est pas en dehors du scope et de la politique européenne et de la politique française. On est pleinement dedans. Merci. Une autre remarque, c'est de dire que pour les jardineries, donc les pots issus les pots usagés issus de la casse ou bien des invendus sont des déchets professionnels, effectivement. Et l'estimation d'une enseigne comme Truffaut, c'est de dire qu'il y a une 50aine de kilos par an en moyenne par magasin, ce qui est peu au regard du seuil pour une collecte sur site. Et donc, Patrick Abadie signale que ça peut poser un problème opérationnel en termes de durée du stockage et de seuil de collecte. Oui, et c'est pour cela que Morgane a été prévu la possibilité d'enlèvement sous ces seuils, moyennant une participation forfaitaire. Qui sera dans ces cas-là indispensable, puisque je le rappelle, décision a été prise d'élargir le périmètre de collecte à la casse, puisque le constat a été fait par les professionnels que c'était un déchet normal d'activité, mais qu'en revanche, ça ne pouvait pas être mis en correspondance directe avec une éco-contribution. Donc, il y aura une nécessité d'une participation financière si enlèvement sous les seuils. Et j'ajouterais que ce sujet, justement, notamment des enseignes qui, parfois, dans des zones urbaines, n'ont pas beaucoup d'espace de stockage, de pouvoir avoir un enlèvement en dessous du seuil, avait été porté par la Fédération Jardinerie Animalerie de France dans le groupe de travail et avait été entendu par Adivalor avec cette réponse de principe de participation forfaitaire pour un enlèvement sous le seuil. Côté, j'arrive, je vois qu'on a dépassé de 10 minutes l'horaire prévu pour la fin et je n'ai plus de questions, surtout dans les questions ou dans le chat. Donc, si cela vous convient, je vous propose qu'on clôture ce webinaire. Je souhaitais juste vous afficher deux informations. La première, c'est qu'il y a une foire aux questions qui est disponible sur le site internet de Valor. N'hésitez pas à la consulter. N'hésitez pas non plus à nous contacter si vous avez besoin de précisions. Vous voyez ici nos adresses email. Vos questions nous permettent d'alimenter cette FAQ. Donc voilà, elles nous sont utiles. Il n'y a pas de mauvaises questions. Donc surtout, on est à votre service
sollicitez-nous si besoin. Je vous remercie. On vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci encore d'avoir suivi ce webinaire et passez le mot voilà, à vos collègues, à vos partenaires et invitez vos fournisseurs surtout à se rapprocher de Valor et à compléter la lettre d'engagement s'ils sont metteurs sur le marché pour rejoindre le dispositif. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci pour votre attention.